Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous dimanche soir de l'Écuge, animé par Virginie Gage. Semaine après semaine, vous le savez, nous dressons un panorama des professions, des engagements. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michael Madar, footballeur professionnel. Naturellement, quand on a le plaisir de recevoir un invité tel que vous, Michael, on se précipite sur le net pour y découvrir votre biographie, votre parcours. Nous avons bien sûr eu la tentation de s'attacher aux statistiques inhérentes à votre sport, le nombre de buts, le nombre de matchs, le nombre de clubs, etc. Au passage, vous êtes quand même dans le club très fermé des joueurs professionnels ayant marqué plus de 100 buts. Mais on ne va pas aller sur ce terrain. Imaginez qu'en interviewant un avocat, on aurait un tableau du nombre de procès, du rapport entre le procès gagné et perdu, ou qu'en recevant un médecin en cette période de pandémie, on s'interroge sur non, n'allons pas plus loin. Je suis c'est sur un autre terrain que Virginie va ce soir. Et j'invite les participants à vous poser des questions en utilisant le bouton Q et R de leur écran. Je vois que vous arrivez encore. Je vais laisser maintenant la parole à Virginie et à Michael. Merci Gad pour cette présentation. Alors c'est vrai Michael, quand on a pensé au rendez-vous juif on avait envie de rencontrer des personnalités juives qui nous parlent de leur métier et des liens entre les deux. Alors pour avocats, médecins, comédiens, réalisateurs, on ne va pas se mentir, on avait l'embarras du choix. Et quand on s'est mis à chercher un sportif, on s'est retrouvé bien embêtés. Ouais. Alors il y a votre nom qui est revenu 1 fois, 2 fois, 5 fois. Et puis, moi, je me suis dit, bon, on me dit ça parce que c'est le football, c'est un footballeur. Et puis, le football, c'est un petit peu au sport, ce que le lion est à la jungle, quoi. Donc, c'est un peu le sport comme ça, le football. Numéro 1, ouais. Voilà, moi, j'y connais rien. Donc, je me suis dit, bon, j'ai continué de chercher. Et puis, on m'a dit votre nom 12 fois, 15 fois, 20 fois, un peu comme une espèce de fatalité. Et moi, je suis un peu bécasse, Michael. Quand on me dit « regarde par là » et que tout le monde me dit « regarde par là », j'ai un peu tendance, j'ai un peu peur de l'unanimité à regarder ailleurs. Voilà. Et finalement, au bout de 25-35 fois, on m'a dit « mais appelle Madar ». J'ai eu beau faire des recherches, appeler des noms juifs, on m'a quand même dit « putain, mais appelle Michael Madar », quoi, comme une sorte d'évidence. Et quand vous avez accepté… Non, mais c'est pas ça, c'est que quand vous avez accepté et qu'on a posté le visuel sur les réseaux sociaux, tous les fans de foot quadra de mon entourage, c'est-à-dire tous les mecs globalement, m'ont dit « Michael Madar quand même ». Ça veut dire dans ces 4 mots, j'ai vu 4 mots, j'ai entendu 4 mots, mais j'ai surtout vu dans leurs yeux un truc indéfinissable. J'ai vu la fierté que vous leur aviez procurée par procuration. J'ai vu l'espoir que vous aviez suscité chez eux. Et j'ai capté quelque chose d'indéfinissable qui dure quelques secondes, qui ne se verbalise pas, quelque chose de l'ordre de l'intime. Alors, il y a bien sûr l'attachement à un club, Cannes, le PSG, mais il se joue là aussi quelque chose qui dépasse la surface de réparation. Alors, c'est le seul mot footballistique que je vais réussir à placer dans mon intro, parce que vous allez très vite le comprendre, je n'y connais strictement rien. Mais il y a un truc qui se joue finalement et qui se loge dans l'inconscient collectif de toute une communauté. Parce que chez les Juifs, c'est très fort, ça. Il y a d'emblée ce truc bizarre qui fait que le corolégionnaire est immédiatement votre alter ego. On a envie de le tutoyer, de l'aider, de le soutenir, de l'aimer et même de lui dire ce qu'il aurait dû faire quand il n'a pas bien fait, le cas échéant. C'est très bizarre, on fait tout ça. Et sous prétexte que nos arrière-grand-mères ont dû se croiser dans un méla où on n'a jamais foutu les pieds, on serait finalement proches. En préparant cette émission, j'ai posé tout un tas de questions à mes copains fans de foot. Et j'ai compris la phrase « la France est un pays où il y a 60 millions de sélectionneurs. Les mecs n'ont pas touché un ballon depuis 6 mois, mais ils savent exactement ce que vous auriez dû faire et à quel moment. » Et pour préparer ce Zoom, je vais raconter un petit peu les coulisses. C'est que moi, j'ai au bureau un mec qui est fan de vous. Et par le plus grand des hasards, il s'appelle Madar et il m'a supplié, voire saoulé pour vous parler. Donc, quand on a fait un essai sur Zoom, je lui ai passé le micro, il vous a parlé. Ça a duré quelques minutes. Il vous a appelé Mika direct. Il vous a dit combien vous aviez bercé son enfance, combien vous l'aviez fait vibrer et qu'il ne fallait pas regretter le parcours que vous n'aviez pas eu. Voilà, en 2 minutes, les feuilles. Voilà, c'est tout, une espèce de démonstration comme ça. Et il y a eu ce moment où il vous a raconté qu'à la sortie d'un match, il vous avait dédicacé un maillot. Et tout de suite là, je vous ai regardé et j'ai vu dans vos yeux une espèce de panique de 1/4 de seconde et vous lui avez dit
dis-moi que je te l'ai signé, dis-moi que je me suis arrêtée, dis-moi que j'ai été sympa. Et là, je me suis dit que j'avais vraiment été dumby, idiote, voire débile, de chercher ailleurs, alors que finalement, il n'y avait que vous à inviter ce soir pour ce spécial juif et footballeur. La première question que j'ai envie de vous demander, c'est finalement la question que tout le monde se pose, Michael. Pourquoi il y a si peu de juifs dans les joueurs professionnels? Je pense que c'est simple, c'est juste une question de religion, c'est juste une question d'éducation. On a des parents qui nous éduquent dans la religion juive. Et si on devient religieux, si on est pratiquant, à un moment donné, ben, il faut faire un choix, la religion ou ma vie à ce moment-là. Et j'ai choisi ma vie, pas pour autant pour négliger ma religion, mais il faut faire ces choix-là. Et beaucoup de jeunes juifs qui aiment le football, qui jouent au football, ont des difficultés à faire ces choix-là. Et malheureusement, j'ai pu rencontrer aussi certains cas où des parents n'autorisaient pas leurs enfants à pratiquer le football le jour de Shabbat. C'est un cas de conscience, je comprends. C'est difficile à accepter de la part de parents. Mais voilà, pour moi, c'est la seule raison valable qui empêche des jeunes juifs, français ou étrangers à pratiquer le football. À pratiquer le football à un niveau professionnel? Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Mais enfin, je me dis qu'il faut quand même replacer les choses dans un certain contexte. Un jeune espoir du foot, c'est quoi? C'est 11-12 ans. Quand on est venu vous voir, enfin, quand on est venu voir vos parents pour vous dire on va l'envoyer à Sochaux, au centre de formation, voilà, enfin, vous aviez 15 ans. J'avais 15 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? Votre très mère, dur. elle a dit oui, ok? Non, pour vous, très dur, je ma sais. Mère, mais vos parents on a des parents qui étaient quand même assez, comment je pourrais dire, ils étaient à cheval sur les traditions, sur la religion, mais ils pensaient à nous avant tout et à notre bonheur, à notre épanouissement, à notre vie future. Et moi, je sais que ça a été très compliqué pour ma mère à ce moment-là. Vous êtes ému? Ouais, parce que je suis désolée. Non, parce que c'est des choix de vie et elle l'a respecté, mais c'est pas pour autant qu'elle était heureuse. Pour elle, elle était heureuse pour moi, pour mon futur, mais elle perdait un enfant. Et à 15 ans, c'est pas évident. Donc voilà, elle m'a accompagné jusqu'au bout. Et puis voilà, quoi. J'ai du mal à en parler. La première fois que vous avez tapé dans un ballon, c'était quand? Et pour vous, c'était un jeu ou très vite, c'est devenu un truc qui a bouffé toute votre vie? À vrai dire, je me rappelle pas vraiment. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Parce que déjà, j'avais un père qui était joueur de football à l'époque en Tunisie. J'avais des frères qui jouaient au foot, qui avaient un très très bon niveau. Et j'étais tout le temps avec eux quand ils faisaient des tournois de Sixte. Voilà. Je sais pas, je me rappelle à l'école, je jouais au foot. J'ai commencé à vraiment à aller dans un club. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans peut-être, à essayer de jouer en équipe. Parce qu'au départ, on jouait qu'à l'école ou entre copains. Après l'école, on se retrouvait en bas de la maison et voilà, quoi. Donc, ça a toujours été une passion. Ça a toujours, pour moi, c'était toute ma vie, quoi, le football. Et ça l'est encore, même si je n'y joue plus, quoi. Les joueurs qui ont bercé votre enfance, les idoles qui vous ont guidé un peu, c'était qui? À l'époque, je n'avais pas vraiment d'idole, à part Cruyff, Johan Cruyff. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que comme vous êtes. Ouais, de nom. Voilà, donc
Johan Cruyff, c'était la référence de l'époque. Il y a eu Michel Platini, mais bon, c'est pas des joueurs avec lesquels que je me suis identifié à eux, quoi. Je me suis plus identifié à essayer même de copier ce modèle. C'est quand je suis arrivé en formation à Sochaux. Il y avait un joueur attaquant qui s'appelait Stéphane Paille, qui est décédé malheureusement, mais qui a été mon modèle de jeu pendant toute ma formation, quoi. Voilà, c'était ce joueur-là. Alors, à 15 ans, vous vous retrouvez au centre de formation de Sochaux. Vous avez grandi à Montreuil, je crois, enfin, une famille juive très soudée, des frères. Oui, bien sûr, ouais, des frères et sœurs, 6 frères et sœurs. On se retrouve en centre de formation avec des mecs qu'on ne connaît pas, de son âge à peu près. Comment on s'acclimate, quand on a une vie de famille? Parce que j'ai lu une interview de SoFoot où vous racontez aux journalistes, tu vois la vérité si je mens, bah voilà, c'était ma famille, quoi. Donc, comment on fait pour passer de ça au centre de formation? C'est difficile? C'est même extrêmement difficile. Et je vous dis, au moment, c'est une anecdote, quand j'ai signé mon contrat, donc ma mère était venue avec moi à Sochaux, avec ma belle-sœur. Et à l'époque, on s'est retrouvés dans un restaurant juste après avoir signé. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, je veux repartir, je veux pas rester là. Et ma mère me dit, tu as signé, bah, tu restes là et tu fais avec. C'est comme ça, on a signé, on ne peut pas revenir en arrière. Et à ce moment-là, bon, moi, je me suis fait plus ou moins une raison, mais ça a duré au moins un mois et demi où j'ai passé des soirées compliquées à pleurer, à me poser des questions. Est-ce que j'avais vraiment fait le bon choix? Voilà, ça a été très compliqué. La première année était très compliquée, honnêtement. Ouais. Mais est-ce que finalement, quand on prend un enfant comme aujourd'hui, à 13, 14 ans, 15 ans, qu'on envoie en centre de formation, vous, à votre époque, est-ce que vous avez mesuré que finalement, c'était des sacrifices, des efforts à faire pour une carrière nationale, internationale, ou est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes complètement perdu, vous ne voyez pas l'avenir qui arrive? On n'est pas perdu, on arrive, on sait que on rentre dans un système où on va être formé pour éventuellement signer professionnel. Donc on sait, on essaie parce qu'à la base on n'est pas vraiment mature, mais on le devient. On devient très mature parce qu'à partir du moment où on intègre un centre de formation, déjà on devrait retrouver Michael. Ouais, on a une petite coupure. Ouais, c'est lié. On a une petite coupure. On va retrouver Michael Madar dans quelques instants. Là, j'y suis. Voilà. J'y suis plus. Pardon, il y a le logo là. Donc vous nous disiez, voilà. Michael, vous nous disiez qu'il y avait l'espoir de signer. Je vous disais surtout quand j'ai intégré le centre de formation, on était payé, on était salarié, donc il fallait s'assumer. On avait certaines choses à assumer. Il fallait devenir plus mature. On devenait plus rapidement des hommes alors qu'on avait 15-16 ans. Donc, et on savait tous les sacrifices qu'il y avait à faire on se rendait compte au fur et à mesure des sacrifices qu'il y avait à faire pour arriver au plus haut niveau, pour devenir professionnel. Mais c'est vrai que quand on part parce qu'on aime le football, parce que c'est notre passion et on ne se rend pas compte de tous ces sacrifices qu'il y a à faire. Mais comme vous voyez, le nombre de professionnels, de joueurs de foot qui arrivent à devenir professionnels, c'est une minorité. Par rapport au nombre de licenciés, c'est une minorité. Donc, on fait vraiment partie de l'élite à un certain moment, mais on a fait quand même beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Voilà, ne serait-ce que le fait de quitter sa famille, déjà, c'est un gros sacrifice. Surtout quand on a 15 ans. Vous avez la sensation, je me souviens dans le livre de Vikesh Dorasso, dont j'ai oublié le nom, il raconte beaucoup la douleur des blessures, les opérations, et il dit finalement, il y a énormément de douleurs physiques, parce qu'il a été beaucoup blessé,
et beaucoup de carottes râpées à manger pendant les repas, quoi. Donc un peu une espèce de tristesse parfois. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ne mesurent pas les sacrifices et ne regardent que finalement les paillettes, les fans de footballeurs, les grandes maisons, bien sûr, etc. complètement. Complètement. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on peut vivre, même si on arrive à un moment donné, on est adulé, on est devant de la scène, les gens nous aiment, viennent nous voir jouer, mais ne savent pas ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu endurer avant, pendant notre formation et même pendant notre carrière professionnelle, parce que même à partir du moment où on est devenu professionnel, on arrive des fois dans des équipes, dans des clubs où on est accepté, pas accepté, soit par les joueurs, par les entraîneurs. Vous avez des blessures, vous avez des problèmes familiaux, vous avez plein de choses à régler, comme tout le monde d'ailleurs. C'est pas spécialement nous. Mais c'est fait de haut et de bas. Et le problème, c'est qu'il faut toujours à un moment donné rebondir et rester le plus haut possible. Et c'est ça le plus dur en fin de compte. C'est ça le plus dur. C'est de revenir toujours au plus haut. Parce que comme par exemple pour une blessure, vous vous blessez, vous avez 6 mois d'arrêt pour un genou, un truc comme ça. Après, il faut revenir. Vous avez encore 6 mois pour revenir, pour vous remettre d'aplomb. Et puis après, il faut revenir à votre niveau, prouver à l'entraîneur. Mais entre-temps, il y en a d'autres qui sont arrivés, il y en a d'autres qui ont joué. Et puis, peut-être votre entraîneur a moins confiance en vous. Et puis, voilà. Et puis, quand ça ne va pas, il faut partir, il faut quitter votre club, aller trouver un autre club, changer de pays, changer de ville, changer de beaucoup de choses. Et c'est compliqué. Et puis, vous entraînez avec vous votre famille, vos enfants, votre femme. C'est pas évident, honnêtement, c'est vraiment pas évident, quoi. Après, c'est vrai que quand on est footballeur professionnel, on gagne bien sa vie, on a une belle vie, mais je trouve que voilà, après tous ces sacrifices, je pense que c'est pas démérité, quoi. Est-ce que vous avez la foi et est-ce que la foi vous a aidé quand ça n'allait pas bien? Oui, j'ai la foi, bien sûr. Bien sûr, j'ai la foi. C'est pas parce que je n'ai pas pratiqué ma religion à 100% que j'ai pas la foi. Et puis ça m'a aidé, bien sûr que ça m'a aidé à beaucoup de moments, bien sûr. Oui. Ouais. Il y a des moments qui ont été pénibles et ça, Ouais. bien sûr que ça aide. Bah oui, ça aide, bien sûr que ça aide. On se raccroche à quelque chose, bien sûr. On croit en quelque chose, c'est important. Bon, alors il est 20h20, je vais vous poser la question qui fâche. Ah bon? Vous avez joué 20h20, il y a de toujours une question qui fâche? Oui, il y a toujours une question. J'ai joué un soir de Kippour, exactement. Vous avez joué un soir. Alors attendez, je veux juste préciser un truc. Moi, j'habite en Israël, d'accord? Ouais. Et les Juifs de France, ils ne mesurent pas un truc, c'est qu'en Israël, il y a des gens qui mangent à Kippour, il y a des gens qui ne font pas du tout Kippour. Et vraiment, Kippour, c'est vraiment un truc, en France, par exemple, c'est vraiment le truc que les Juifs, même le plus éloignés de la religion, ils ne mangent pas à Kippour, et voilà. Ouais. Et donc, on m'a faire pardonner tous ces péchés, c'est ça, de toute l'année. Voilà, c'est ça, tous les péchés de l'année. Ouais. Autant ne pas en faire. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que ça avait tant marqué ce match le ça a soir marqué de parce qu'on m'a vu à la télé, c'est ça le problème. Mais on m'a vu à la télé, mais tous ces gens-là, ils regardaient la télé. Et normalement, je pense qu'on n'a pas le droit de regarder la télé. Vous voyez? Est-ce que ça vous a blessé? Est-ce que ça vous a blessé? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, parce que moi, je vous dis, je suis traditionnaliste. Le jour où j'ai fait le choix de choisir cette profession de footballeur, je savais qu'à un moment donné, j'allais être obligé de délaisser la religion. Donc, à partir du moment où vous délaissez la religion, vous la délaissez, peut-être pas à 100%, mais vous la délaissez quand même. Et moi, je partais du principe que ce jour de Kippour arrivait, un jour de match qui était très important. Et je ne voyais pas la différence de commencer Kippour 2 heures après, tout le monde, parce que voilà, en Israël, on le commence à telle heure, en France, on le commence à telle heure, aux États-Unis à une autre heure, en Angleterre à une autre heure. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas pu commencer à 1 heure d'un autre pays. Voilà, j'ai commencé après le match, ce qui était minuit ou 11 heures, et j'ai fini le lendemain, donc 25 heures après, puisqu'on a toujours 25 heures. Donc, j'ai fait Kippour à ma façon. Et ça ne m'a pas porté préjudice vis-à-vis du bon Dieu, si on croit au bon Dieu, parce que j'ai marqué 2 buts et j'ai été sélectionné en équipe de France. Donc voilà, non, c'est pas un regret, au contraire, voilà, j'ai fait Kippour. Mais ça vous a pas saoulé qu'on vous en parle, enfin que vos on m'en a parlé, en mais tous on les n'en cas vous en a pas parlent? parlé plus que ça, honnêtement.
On en a parlé, mais ça n'a pas été non plus… Non, franchement, non, ça ne va pas poser de problème. Alors, vous avez joué à Sochaux, Cannes, au PSG, à la Corogne, à Everton, 3 sélections en équipe de France et un but inscrit contre l'Arménie en 96. Qu'est-ce que vous retenez? Allô? J'entends pas. Dans tout ça. J'entends pas. Vous m'entendez? Là, est-ce que vous m'entendez là? Tu vas oui, c'est mieux. Ah bon, vous m'entendez pas? Ouais, vous m'entendez? Alors, d'accord. Donc, je disais que vous avez joué à Sochaux, Cannes, au PSG, à la Corogne, à Everton, 3 sélections en équipe de France et un but inscrit contre l'Arménie en 96. De quoi vous êtes le plus fier dans tout ça? D'avoir été en équipe de France, d'avoir fait partie à un moment donné des meilleurs joueurs français. Et c'était le but à la base. Quand vous êtes footballeur professionnel, le Graal, c'est l'équipe de France. Donc, j'y suis arrivé et encore plus fier parce que j'étais le seul juif à y être arrivé. Donc, pour moi, c'était une grande fierté. Le seul petit bémol que j'ai à dire, c'est que ma deuxième sélection, le seul jour où j'ai joué titulaire, c'était contre Israël. Donc, ça a été un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que le problème, c'est qu'au moment où, même si je ne me considère pas comme israélien, je suis juif, d'accord? Mais au moment des hymnes nationaux, quand j'ai entendu la Tikva, eh ben, j'ai pas été insensible, quoi. C'est pas possible. J'ai eu des frissons, comme j'ai eu des frissons au moment de la Marseillaise. Et voilà, c'est un peu paradoxal, mais voilà, mon cœur balance, mais j'aime les deux. Voilà. Tous ces débats autour de la Marseillaise qui n'est pas chantée par, qui n'est pas chantée par certains joueurs français, ça vous aurait dit ça? C'est insupportable. Insupportable. Ça, c'est une honte. Je ne vais pas les citer, mais c'est une honte. Bon, on les connaît, mais oui, vous avez attendez, raison. mais je ne comprends pas. Je comprends pas. On est français, d'accord? On est français. On ne vient pas d'un autre pays. Quand vous représentez votre pays, à un moment donné, il faut la chanter, cette Marseillaise. À l'époque, à mon époque à moi, on ne la chantait pas. Personne ne la chantait parce que c'était pas… Voilà, personne ne voulait la chanter parce que ce n'était pas une habitude. Mais au fur et à mesure du temps et des sélections, on a commencé à la chanter. Et à un moment donné, on l'a chantait, tout le monde devait la chanter. Pas tout le monde devait la chanter, mais tout le monde la chantait. Et on a eu certains joueurs qui ne la chantaient pas. Et ça me rendait fou. Parce que ça, pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de la France. Pour moi, c'est un manque de respect. Après, c'est mon avis à moi, hein, c'est tout. Hein. C'est un manque de respect. Pourquoi vous ne chantez pas la Marseillaise? Qu'est-ce que ça vous coûte de plus d'ouvrir la bouche et de chanter? Vous n'êtes pas fiers de porter le maillot de l'équipe de France? Vous n'êtes pas fiers de représenter la France? Non, moi, si j'avais été à ce moment-là en équipe de France, j'aurais chanté la Marseillaise. Je suis désolé. Vous, quand vous avez endossé le maillot français, il y avait une vraie de le faire et d'autant plus de le faire en tant que juif. Bien sûr. C'était très important pour vous? Bien sûr. Mais je suis juif, mais je suis français avant tout. Je suis fier d'être français. Pourquoi il n'y a pas de honte à être français? Pourquoi on ne serait pas fier? Moi, j'étais fier. Moi, c'était mon but. Je vous dis franchement, à aucun moment de ma carrière, j'ai pensé, et c'est même pas parce qu'on ne m'a pas proposé ou quoi que ce soit, mais je vous dis franchement, j'ai jamais pensé à un moment porter le maillot israélien. C'est comme ça. Le but, c'était de jouer en équipe de France. On est né en France, on a vécu en France. Voilà, je me voyais pas porter un maillot, même si c'est le maillot israélien, ou c'est un pays où j'ai jamais vécu. Je n'ai rien avec ce pays. Moi, je suis juif, moi. Je suis pas israélien. Voilà, c'est tout. Donc, si à un moment donné, par exemple, si j'avais pas sélectionné en équipe de France et on avait fait appel à moi, peut-être que j'aurais hésité parce que vous auriez peut-être posé la question. Ouais, je me serais posé la question, mais la question ne se posait pas à l'époque. La question ne se posait pas. Moi, mon but, c'était d'arriver en équipe de France, c'est tout. Bon, alors, on m'a aussi beaucoup demandé des nouvelles de votre Magen David, de votre chaîne en or que vous aviez perdue à l'issue d'un match. C'était pas une Magen David, c'était un œil. Non, mais bon, c'était un truc de mauvais œil. Ma mère m'avait offert une chaîne avec un œil dessus. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'était pendant le match de l'Arménie. Ouais.
où j'ai mon collier sur moi. Et juste avant donc, mon but, le collier, on m'arrache le collier et on perd le collier. On retrouve la chaîne, mais on ne retrouve pas l'œil. Et généralement, quand on vous avez un pendentif avec un œil, il faut soit qu'il se brise ou soit que vous le perdiez pour que le mauvais œil s'en aille. Voilà. Et dans la foulée, j'ai marqué mon premier but en équipe de France. Alors, je ne sais D'accord. pas si le mauvais œil est parti, mais voilà, c'était un Vous signe. étiez superstitieux à l'époque ou pas? Oui, bah, tout footballeur est superstitieux. C'est vrai? Ouais. Genre, Oui, quelle mais bien sûr. superstition? Bon, n'importe quoi, tout et n'importe quoi, des trucs de dingue. On ne change pas de fringues, on met les mêmes chaussures, on lasse d'une certaine façon, on sort à tel moment et pas à un autre moment. On rentre sur le terrain sur un pied, mais pas sur l'autre. C'est des trucs c'est nul, mais bon, on le fait parce D'accord, que donc tous voilà, ça les nous joueurs de rassure foot en fin ont de compte. ça. Oui, tous, sans Ok, exception. d'accord. Chacun a son petit truc. Je vais vous faire une confidence, Mickaël. J'ai envie de vous poser des questions, mais je ne veux absolument pas que vous le preniez mal. Hein. Donc, je vais essayer d'être le plus empathique Non, je vous possible. l'ai dit, il n'y avait rien. C'est pour ça que je n'ai pas voulu avoir vos questions avant. Hein. Oui, je sais. Mickaël n'a pas voulu avoir les questions. Non, je vais vous raconter une anecdote. Voilà. Moi, j'ai commencé à faire du stand-up il y a 2 ans et demi à peu près. Et donc, j'ai écrit, j'ai joué, je me suis pris des beats, je me suis pris des applaudissements, voilà. Et il y a un moment très précis où je me suis rendu compte que même si j'étais marrante et que je faisais rigoler, je ne serais jamais Florence Foresti. Et je me souviens très bien de ce moment-là. Et on m'a toujours dit dans le foot, et comme partout d'ailleurs, il y a les bons, il y a des gens qui sont très bons, des bons, et puis il y a des phénomènes. Comment on fait quand on se rend compte qu'on n'est peut-être pas un phénomène, surtout quand on côtoie Zidane, enfin quand on voit qu'il y a un truc à côté qui est plus fort, plus grand, plus prodigieux que ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Honnêtement, rien. Ouais, d'accord. Non, je vous dis franchement, rien. Non, parce qu'on fait avec. Et après, Mais je vous vais vous avez eu cette avouer. conscience-là ou vous avez regardé votre couloir et vous vous êtes dit, je fais ma Mais route? non, même pas, parce que moi, à mon époque, quand vous faites partie des meilleurs joueurs français, vous vous dites que vous faites partie des phénomènes. Je suis désolé, vous ne pouvez pas vous faire partie des joueurs moyens. C'est pas logique. Donc, je me suis considéré comme un bon joueur à un certain moment. Ouais. Mais maintenant, avec le recul, à mon âge, je pense qu'il aurait été nécessaire de faire beaucoup plus de sacrifices, vu les qualités que j'avais, pour jouer et pour qu'on se rappelle vraiment de moi dans le football français. Quel C'est pas une sacrifice question vous de pensez ne prétention. pas avoir fait? Quel C'est un manque. sacrifice vous n'avez pas fait? Déjà, je fumais, je sortais, j'étais pas sérieux. C'est beaucoup de choses qui font que, à l'arrivée, tout ce que vous faites à l'entraînement et en match sont réduits à pas grand-chose parce que je me blessais régulièrement. Donc les blessures, des fois, elles sont dues à de la malchance, mais des fois, c'est parce que vous n'êtes pas sérieux. Et quand vous n'êtes pas sérieux, ben, vous vous blessez. Vous Et êtes quand vous vous hyper blessez, lucide. vous ne jouez pas. Quand vous ne jouez Attendez pas, 2 secondes. Vous êtes hyper lucide parce que la plupart des joueurs quand ils veulent, si vous voulez, analyser ce qui n'a pas fonctionné, il y a toujours une sélection qui ne s'est pas faite, il y a lui qui a essayé en sous-main non, de je mets la prendre la faute sur place. personne. Vous La êtes faute, hyper elle est sur lucide. moi. La faute, elle Elle est sur vous, la faute. est sur moi, la faute, bien sûr, oui. À 100%. Après, bien sûr, dans ma carrière, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont mis de côté. Mais pourquoi? Parce que je n'étais pas sérieux. C'est tout. Parce que, vu les qualités que j'avais, honnêtement, j'ai rien à envier aux joueurs d'aujourd'hui qui sont en équipe de France, qui sont en sélection. Hein. J'en ai eu que 3 parce que déjà, je me suis blessé juste après. J'aurais dû jouer la Coupe du Monde. Je n'ai pas joué parce qu'on m'a cassé la jambe avant. Mais Aimé Jacquet, à l'époque, m'avait dit comme quoi il allait me faire confiance pendant un certain nombre de matchs et que j'allais faire partie de la sélection en équipe de France. J'ai été présélectionné en équipe de France pour la Coupe du Monde alors que j'étais plâtré de la hanche jusqu'au petit doigt de pied. Voilà. Dans les 40 présélectionnés, vous regardez le bouquin d'Aimé Jacquet, vous regardez les 40 présélectionnés pour l'équipe de France, j'étais dedans alors que j'étais blessé. J'avais une jambe cassée.
Normalement, c'est pas possible. Ça, vous pouvez pas prendre un joueur qui est pas valide pour pouvoir dans une sélection avant. Ben moi, tellement il avait confiance en moi, il m'avait quand même pris. Il savait que j'allais récupérer à un moment parce que ça m'arrivait en 96, fin 96, début 97. Il s'est dit, je vais la récupérer pour 98. Mais c'était trop tard. Voilà. Mais bon. Quand je lis les interviews, j'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup trop misé sur le collectif et pas été assez égoïste. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Et pourtant, moi qui suis complètement novice en foot, je pensais que le foot, c'était un sport collectif. Vous, ce que vous êtes en train de nous dire en filigrane, c'est qu'il faut quand même être un petit peu plus individualiste pour réussir. Alors, pour moi, le football, c'est un sport collectif fait d'individualité. Et je pense qu'à un moment donné, en tant qu'attaquant surtout, j'aurais peut-être dû être un peu plus égoïste dans mes choix, dans les matchs que je jouais. Et je voyais plus la meilleure solution que moi, que ma gueule, quoi. Donc, à certains moments, je pense que ça m'a desservi parce que la différence qu'il y a avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est vachement dans les statistiques. On parle beaucoup de statistiques, c'est ce que vous m'avez sorti au tout début de l'interview, vous m'avez sorti mes statistiques. Mais nous, à l'époque, statistiques, on s'en foutait. Nous, les statistiques, c'était les matchs gagnés, les matchs perdus, les matchs nuls. On ne pensait pas avoir marqué 30 buts par saison, 15 passes décisives, le nombre de tacles, le nombre de ballons récupérés, on s'en foutait. Et moi, à l'époque, j'ai été formé dans un club qui s'appelle le FC Sochaux et où on privilégiait le jeu collectif. Donc, j'étais un attaquant, mais collectif. Et je pensais plus à l'équipe qu'à moi. Et ça m'a desservi parce que en tant qu'attaquant, il faut être individualiste. Et j'ai juste une petite anecdote. J'étais en équipe de France à l'époque et on avait une réunion d'avant-match. Et Aimé Jacquet donc était en train de faire un peu le trait de caractère de chacun, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et il a demandé à un moment quelle est la qualité première de Youri Djorkaeff. Et ce qu'il nous a sorti, c'était assez incroyable. Il nous a dit ses qualités premières, c'est qu'il est égoïste. Et c'est lui qui le disait. Et il fallait être égoïste. Il a raison. Et c'était une qualité, c'est pas un défaut égoïste. Quand on est attaquant, c'est pas un défaut. Mais moi, je l'avais pas. Parce que je suis comme ça déjà dans la vie, je suis comme ça. Mais avec l'éducation que vous avez reçue, j'imagine, d'une famille nombreuse avec des frères, etc., on ne grandit pas en étant égoïste. C'est pas un truc qu'on vous transmet, ça. Ah non, c'est pas possible ça. Ah ouais, c'est pas possible ça. Non, c'est sûr que c'est pas possible. Quand on est une famille nombreuse, on peut pas. On peut pas. Non, mais bon, après, voilà, c'est une question d'éducation. Mes parents ont été très, très généreux. Ils se sont toujours sacrifiés pour nous, alors qu'ils n'avaient pas grand-chose. Donc, voilà, on refait les mêmes choses et on peut pas. Mais même, je vous dis surtout, ce qu'il y a, c'est que à Sochaux, on avait une école de football qui était assez incroyable. Et à l'époque, c'était le meilleur centre de formation, c'est ça? Ouais. C'était le meilleur centre de formation. Vous mesuriez le privilège que vous aviez d'entrer quand même dans le sein des saints? Ah non, mais c'est même pas le privilège, c'est question. Ouais, moi j'ai fait à l'époque, j'ai été contacté par presque tous les clubs de France. Comme je jouais dans un club qui était un club amateur, entre guillemets, et quand vous faites les sélections, moi j'étais en sélection de Paris, après j'ai joué en cadet national avec le Paris Football Club à l'époque. Quand vous vous retrouvez dans un club amateur, vous avez beaucoup de clubs professionnels qui viennent vous chercher, vous démarcher. Maintenant, c'est encore pire maintenant, parce que maintenant, c'est à 11 ans qu'ils viennent vous voir. Mais nous, c'était à peu près à 15 ans, quoi. Donc, au moment où j'ai fait le choix de Sochaux, c'est ce que j'ai privilégié. C'est parce que Sochaux était le meilleur ou l'un des meilleurs clubs, l'un des meilleurs centres de formation de France à ce moment-là. J'ai même pas pensé où se situait Sochaux ou comment était la ville. J'ai pas pensé. J'aurais dû y penser d'ailleurs à ce moment-là, mais j'ai pas pensé. J'ai plus pensé football qu'autre chose. Voilà. La carrière d'un footballeur, c'est 10-15 ans. Est-ce que vous avez l'impression que les sacrifices à faire sont à la hauteur de ce qu'on récolte ou pas? Parce qu'il y a quand même un après-carrière qui est plus long qu'une carrière, quoi.
Est-ce que vous avez été préparé à tout ça ou pas vraiment? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non. Et c'est ce qui est le plus compliqué. Je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on vit pendant un certain nombre d'années dans un cocon. On est assisté, on est des assistés, on est des privilégiés. À un moment donné, même on commence presque à s'embourgeoiser parce que c'est comme ça. C'est humain, je pense. Et on n'a rien et personne qui fait en sorte de nous préparer à notre vie future, à la vraie vie en fin de compte, à la vie de tous les jours, à la vie que tous les gens vivent. Et c'est celle-ci la plus dure. Et honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, c'est compliqué. Pour moi, c'est très compliqué. Depuis que j'ai arrêté ma carrière, c'est très compliqué. Pourtant, ça fait presque 17 ou 18 ans, donc c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. L'après-football n'est pas évident. Parce que vous retombez, même si j'aime pas être en avant, mais être mis en avant, on a un certain anonymat, on a un ego quand même, et on a l'impression de ne plus servir à grand chose. Et c'est compliqué moralement. Il y a des moments très durs, très difficiles. Je pense que beaucoup de joueurs ont traversé ces périodes-là. J'en connais beaucoup. Vous tombez dans on va dire, ce qu'il faut dire, c'est des dépressions. La dépression, des moments vraiment compliqués. Franchement. Mais Mickaël, même vous qui avez en fin de compte. grandi dans un milieu modeste, avec une famille quand même, une cellule familiale, quelque chose d'assez structuré, vous avez pris la grosse tête à un moment donné? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et votre mère, elle vous a On pas l'apprend appelé pour vous inconsciemment. demander de redescendre? Si, bien sûr, mais après vous écoutez plus personne. Même ma femme me le faisait comprendre. Mais après vous êtes sur un nuage, quoi. Vous sentez plus, donc il n'y a rien qui vous touche. Pas pour autant, comme je disais avec votre collègue Madar, comme pour l'autographe, j'ai eu tellement peur qu'à un moment donné, parce que ça m'est pas arrivé de pas signer d'autographe, que ça m'est mais j'ai senti la peur dans vos yeux. qu'on peut passer au travers, quoi. Donc je me suis Oui. senti un peu gêné, quoi. Je me suis dit, est-ce que peut-être que je vais pas signer le maillot, et j'ai été un abruti à ce moment-là. Et c'est ce que je vous dis, Mais il y a vous un l'avez moment signé. donné où on. Comment Ouais. Tant mieux, je suis content. Mais il y a un moment donné, c'est vrai qu'on perd pied, quoi. On perd un peu. Ouais, bien sûr. Mais c'est humain, hein, je vais vous dire franchement, c'est humain. Moi, quand je les vois maintenant à l'heure actuelle, je pense que c'est encore pire pour eux. Ils sont tellement sollicités. En plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux. C'est un truc de dingue, quoi, ce qu'ils peuvent vivre. Et il y a tellement de médias, il y a tellement de sollicitations, que ce soit pour des pubs, de n'importe quoi. Je sais pas, ils ont tellement de choses maintenant qui font que Et justement, ça doit être compliqué pour eux. Quand vous voyez des joueurs comme Kylian Mbappé, tout ça, qui sont entourés, qui sont hyper structurés, qui ont des agents qui, quand ils font un tweet, ils les reluent 10 fois, enfin qu'il n'y a rien qui dépasse, tout est millimétré. Est-ce que vous avez l'impression que c'est mieux pour eux, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a perdu quand même en spontanéité? Ouais, moi je pense, je pense qu'on a perdu en spontanéité. On en fait des assistés. Parce que le problème, c'est que même si ces gens-là, ils vont vivre jusqu'à la fin de leur jour dans un monde, ça va être le monde des bisounours, parce que tout le monde, ils seront, après leur carrière, et vu ce qu'ils ont gagné, ils seront toujours adulés, on leur passera la pommade comme à beaucoup, on leur dira qu'ils sont beaux, qu'ils sont gentils, qu'ils sont super, mais c'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est quand vous en sortez de ce milieu-là. Comme là, ce qu'on vit nous maintenant, là, on voit, c'est la vraie vie. Vous voyez les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez fait ou pour ce que vous avez. C'est ça la différence. Et c'est bien. Aujourd'hui, parce que vous êtes vos amis, consultant. après. Ouais. Vous avez ouvert des centres de formation. Vous avez eu envie. J'ai pas des centres de formation. J'ai fait des stages pour enfants. Des stages de formation. Ouais, exactement. Des stages pour enfants, ouais. Vous avez, dans une interview à SoFoot en 2014, vous avez dit aux journalistes, aujourd'hui, je me fais chier. C'était en 2014. Vous vous faites un peu moins chier aujourd'hui? Oui, parce que honnêtement, je
je vous dire franchement, le fait de retravailler un peu dans un milieu footballistique, même si c'est la télévision, ça fait du bien. C'est pas Ça fait du frustrant bien. d'être consultant? Non, pas du tout, non, au contraire. Non. Non, non, au contraire, non. Non, parce que je vous dis franchement, Canal, c'est quand même un bon groupe. J'ai fait connaissance avec des gens super sympas. Je passe des bons moments. Je parle de ce que j'aime. Non, c'est pas frustrant. Je suis pas envieux de ce qu'ils ont maintenant ou ce qu'ils font. Tant mieux pour eux. C'est vrai que on était un peu moins bien lotis qu'eux, mais ceux d'avant moi, eh ben, c'était encore moins. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, je suis même pas, non, je suis pas frustré, non. Est-ce que vous avez, on sait que le football, il y a régulièrement des phénomènes de racisme, de cris de singe dans les tribunes, etc. Est-ce que vous avez subi l'antisémitisme? Est-ce que vous avez vécu des scènes où on vous a stigmatisé en tant que juif dans les vestiaires ou dans les tribunes, ou jamais? Jamais, Jamais. jamais, non. Bon, bah, c'est clair comme Non, réponse. jamais. Et le seul truc, c'est que je me suis retrouvé dans des stades où on me traitait de sale arabe. Ah oui, d'accord, ça fait Voilà. oui, bah oui. Donc, Bah oui. voilà. Mais bon. Sinon, Quel sale rapport juif, on m'a jamais dit. aujourd'hui, ouais, jamais. Quel rapport aujourd'hui Non. vous avez avec le PSG, qui est un club auquel vous Aucun. êtes aucun? Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Ah ouais. gens disent, Mais je Michael Matin, le suis PSG, quoi. catégorique. Ouais, non, mais il y a Non, une cassure qui s'est faite. d'accord. Il y a une cassure à un moment donné. Je n'arrive pas à m'identifier à ce club, même si c'est quand même un club de cœur. J'arrive pas à m'identifier à ce club parce que déjà parce que je trouve qu'il y a un minimum de respect vis-à-vis des anciens. Et ce respect-là, on ne l'a pas. Je ne demande pas grand-chose. Je demande une fois de temps en temps de nous appeler pour éventuellement nous faire venir pour un événement un peu spécial, ou voir une rencontre, un match. Nous dire qu'on a fait partie à un certain moment de ce club, de cette histoire. Et malheureusement, on n'a pas ça. Donc, j'arrive plus, depuis que les Qataris ont pris ce club. C'est plus un business, c'est plus une entreprise, c'est plus voilà, c'est plus un club de foot. Voilà, il faut que ça tourne, il faut avoir des résultats. Le côté humain, on le laisse de côté, ça n'existe plus. Donc voilà, j'ai du mal à m'identifier à ce club-là, même si je l'aime toujours, parce que c'est mon club de cœur. Mais franchement, alors là, ça me fait ni chaud ni froid, qui gagne, qui perd. Bien au contraire, et je suis bien un des seuls consultants anciens parisiens. Quand je parle d'eux, je parle en mal assez régulièrement, parce que je suis, comment dire, ça m'emmerde de les voir jouer comme ça, quoi. C'est à certains moments, je me dis que après tous ces investissements, en arriver à ça, je trouve que Je crois qu'on vous a reperdu. Mais Michael va. Ça va peut-être revenir. J'ai encore une question. Et puis après, vous allez pouvoir poser vos questions. Le public va pouvoir poser les questions. Michael, voilà, vous m'entendez? Je ne vous entendais cool. plus. J'ai une dernière question, Michael, juste avant de passer aux questions du public. Je ne peux pas vous laisser partir sans parler du foot féminin. Je voulais avoir votre avis sur le foot féminin. Vraiment. Non, mais je voulais savoir quel regard, est-ce que ça m'arrive de le regarder, je regarde un petit peu l'engouement autour des choses de foot. Et c'est bizarre d'ailleurs qu'on parle de foot féminin, c'est du foot. C'est juste. Est-ce que le foot féminin, c'est du foot pour vous? Ou est-ce que vous avez un peu de mal encore? C'était la question qui fâche. C'était la deuxième question qui fâche. C'est la question qui va fâcher. Ouais. C'est la question qui va fâcher. Ouais. Mais je suis désolée. Non, mais dites-moi, vous avez du mal? Non, bof. Avec tout le respect que je dois à ces jeunes filles, j'ai pas l'impression que ça soit du foot, quoi. C'est dur à dire, mais c'est quoi la différence? Je sais pas, on aime pas, mais moi je suis pas, je regarde
regarde Ouais. quasiment jamais. J'ai dû regarder la Coupe du Monde parce qu'il y avait la Coupe du Monde et voilà. Après, je trouve qu'il y a une progression énorme au niveau du jeu, la qualité des joueuses. Voilà, mais après, honnêtement, je regarde pas trop et je m'y intéresse pas trop. Je vais être honnête, quoi. Donc voilà, je vais pas dire que ça sert à rien. Mais bon, on a une dernière coupure avec Mickaël, mais il va revenir. Ouais, ne voyons pas de lien avec sa réponse hein, sur le fait. Non, non, pas du tout. Mickaël a le droit de ne pas aimer le foot féminin. Moi, je ne le regarde pas. Gad, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime beaucoup le féminin. Bah, tant J'aime mieux. C'est Mickaël, bien. Non, mais c'est bien qu'il y a des gens qui aiment. Au contraire, c'est bien. Bien sûr que c'est bien. beaucoup l'idée que les jeunes filles Après, puissent s'identifier également à de formidables joueuses aujourd'hui. Mickaël, j'ai merci fait une beaucoup. émission. Pas de problème. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Gad. Ouais. Gad qui va poser les questions du public parce que je suis sûre qu'il y en a. Oui, Ouais. il y a beaucoup de questions du public. Merci. Et Michael, la première n'est pas une question, mais en fait, c'est la synthèse de nombreuses remarques qui saluent votre authenticité, votre honnêteté, votre lucidité, et vous remercie pour cela. Voilà. Donc, je n'ai pas cité toutes les personnes qui vous remercient en fait pour ce moment, mais on va peut-être parler un petit peu foot pour vous demander. Aujourd'hui, vous avez un regard assez critique sur le jeu du PSG. Le fait est que, d'ailleurs, entre parenthèses, vous êtes extrêmement critique également sur Marseille, mais Sur tout le monde. disons que non, mais je pars du principe que voilà, je suis ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais rien ne m'empêche de critiquer Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon. À partir du moment où il n'y a pas de jeu, moi je suis un amoureux du jeu. Si ces équipes-là ne fournissent pas du jeu par rapport aux effectifs qu'elles ont, ben, je me dois de le dire. Après, il y a eu des bons matchs, il y a eu des bonnes périodes, et je le dis aussi. Il faut être objectif, je pense. oui. Voilà, je suis, je pense, objectif dans mes propos à chaque fois. Hein. Je ne suis pas là juste pour critiquer, pour enterrer les gens. Hein. Ce n'est pas le but. Hein. Et que pensez-vous de cette quête de la Ligue des champions du PSG qui, année après année, est une quête assez compliquée, on le sait tous, mais dans l'absolu, avec ce recrutement phénoménal qui est fait au PSG, et peut-être même que l'année prochaine on annonce Messi au PSG, qu'en pensez-vous? Je pense qu'on n'est pas dans la bonne voie parce que c'est pas parce que vous allez avoir les meilleurs joueurs que vous allez avoir la meilleure équipe. Alors, c'est bien d'investir beaucoup d'argent dans des joueurs, mais il faut avoir une équipe cohérente, une équipe solidaire. Il faut avoir des joueurs qui ont envie de jouer les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et à l'heure actuelle, c'est pas ce que je vois. Et au Paris Saint-Germain, ça a toujours été ça. Mais je le comprends aussi. Le problème, c'est que quand vous êtes joueur du Paris Saint-Germain, vous arrivez d'un petit club ou d'un club renommé, vous signez un contrat mirobolant, vous vous retrouvez à gagner des sommes incroyables, vous jouez dans l'un des meilleurs clubs européens, vous habitez la capitale, vous avez une belle femme, vous avez une belle voiture, vous avez un compte en banque bien rempli, tout se passe bien. À quel moment vous allez penser football, objectif de carrière, à quel moment vous allez avoir envie, avoir faim. Et je trouve que c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est ça. C'est cette envie de se dépasser et de jouer collectivement et de pouvoir se défoncer les uns pour les autres. Et je ne le vois pas, mais ça fait depuis des années. Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'individualités qui font gagner des matchs, mais quand on a besoin d'un collectif, on ne l'a pas. Et ce collectif, c'est ce qui va vous faire gagner la Champions League. Alors, vous pouvez investir et mettre autant d'argent que vous voulez dans un club. Pour moi, c'est voué à l'échec. Même s'ils ont réussi l'année dernière à accrocher cette finale parce qu'on a eu un système un peu différent des autres années où c'était que sur un match aller, c'était que sur un match et pas un match aller-retour, plus le tirage au sort qui a facilité les choses. Voilà, pour moi, Paris Saint-Germain, c'est voué à l'échec.
Et le consultant que vous êtes considère, par exemple, que le pari ou que le prochain match contre le Bayern de Munich, qui est réputé pour être une grande équipe et une grande équipe avec un vrai collectif, le PSG n'a aucune chance? Non, non, non. Ils ont autant de chances que le Bayern. On a pu le voir pendant cette finale où ils peuvent la gagner aussi, même si le Bayern a été quand même supérieur. Mais avec Paris, on peut s'attendre à tout. C'est ça le problème. Il n'y a pas de régularité. C'est d'une irrégularité cette année où on ne sait pas. Ils sont capables du match de Barcelone à l'aller et ils sont capables du match retour à Paris où ils ont été catastrophiques. Donc voilà, c'est Paris, c'est Paris oui, cette année. Excusez-moi, non mais Mickaël, j'ai juste une question parce que vous dites ils n'ont pas faim. Et moi, quand vous dites ça, je repense à cette scène de Rocky, au milieu de Rocky 3, où il lui dit il t'est arrivé la pire des choses qui est arrivée à un boxeur, tu t'es embourgeoisé, mais à un moment donné. Oui, non, mais d'accord, mais c'est obligé. Mais je veux dire, quand on arrive au PSG, on ne va pas vous mettre dans un non, HLM. pourquoi Messi, pourquoi Ronaldo, pourquoi ils sont pas alors, c'est quoi la différence? Alors, qu'est-ce qui fait que des mecs différence, c'est que c'est des gars avoir qui ont une faim autre mentalité. avec un compte en banque bien garni? C'est une question de mentalité, c'est une question d'éducation, c'est une question de, je vous dis, d'envie, d'avoir faim, c'est une question de vouloir prouver aux autres que vous pouvez gagner des titres, que y a Ronaldo et Messi, ce qu'ils veulent, eux, c'est que on se rappelle d'eux dans le football dans 50 ans. Ils veulent marquer le football. Et je pense qu'Mbappé est à peu près dans le même genre de conception de la vie et du foot, parce que il est beaucoup sur les stats et il veut performer. Et quand vous voulez performer, c'est que vous avez encore des objectifs. Vous voyez, c'est pas que le beau jeu. Lui, il veut marquer, il veut faire des passes décisives, Mbappé, et je pense qu'il est dans cette optique-là. Alors que les autres joueurs, le problème, mais ça se comprend, c'est humain. Hein. Je vous dis, ça m'est arrivé à moi aussi. À partir du moment où vous n'avez rien à la base, et la plupart de ces jeunes qui sont au foot, ça leur permet de sortir des cités, de réussir dans la vie, de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs, leurs cousins. Voilà. C'est ça le football pour eux. Donc à partir de ce moment-là où ils ont signé un contrat professionnel à gagner des sommes astronomiques, pour eux, le but, il est atteint. Donc il n'y a plus cette faim. Je vous dis, c'est humain. C'est humain. Et il y en a d'autres qui passent au-dessus de ça, qui sont donc ces joueurs de haut niveau, qui, eux, veulent gagner quelque chose, veulent gagner des titres, veulent laisser une empreinte dans le football. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est le problème. Voilà. Alors, pour moi, c'est la raison du Paris Saint-Germain. C'est la raison des joueurs du Paris Saint-Germain. Pourquoi on n'arrive pas? Pour le gagner le championnat, c'est normal. Vous allez gagner le championnat chaque année. Vous avez les meilleurs joueurs. Vous pouvez jouer sur un pied, vous allez gagner. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. C'est pas garanti. Peut-être pas cette année encore. Oui, mais cette année, ce qui a fait ça, c'est que vous avez fini, vous n'avez pas eu de préparation, vous avez eu des blessés, vous avez eu Covid. Il n'y a pas de spectateurs. C'est une année particulière. Mais s'ils sont au complet chaque année sans vraiment trop de problèmes, chaque année, ils gagneront le championnat. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors revenons à votre parcours singulier, Mickaël. Singulier parce que vous l'avez dit, il y a très peu de joueurs juifs dans le monde professionnel. Laissons de côté évidemment les joueurs israéliens ou quelques exceptions. Quelle anecdote vous pouvez raconter, s'il devait y en avoir une, sur l'intérêt qu'a suscité votre judaïsme auprès de vos entraîneurs ou de vos collègues joueurs? À un moment ou un autre, ils ont dû peut-être s'intéresser à vous par ce biais-là du judaïsme, comme on le fait aujourd'hui, parce que finalement, chacun a sa singularité, sa culture, et que peut-être on peut partager des choses avec ses collègues quand on est en déplacement ou quand on est dans un bus non. J'ai pas eu, je vous dis franchement, j'ai pas eu de problème. Moi, en plus, je sais même pas si les gens savaient que j'étais juif. C'est mon problème, hein. Voilà, mais non, j'ai pas spécialement de moment où ça a été un peu gênant. Et juste en formation à une époque, quand je suis arrivé, donc j'avais prévenu mon entraîneur du centre de formation et je lui avais dit, vous savez, il y a le grand pardon, je vais être obligé de jeûner pendant 25 heures. Il a accepté, il n'y a pas eu de problème. Le seul truc, c'est que il m'a dit, en ayant jeûné autant de temps, samedi, je peux pas te faire jouer. Mais voilà, c'est le seul inconvénient que j'ai eu. Après, j'ai pas eu vraiment de soucis avec ça. Hein, je vous dis franchement. Hein.
dans toute ma carrière, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et c'est aussi peut-être parce que votre pratique, elle relevait de l'intime, c'est pas quelque chose non plus dont Ah dont oui, vous parliez j'en beaucoup. parlais pas, non, j'en parlais pas spécialement. Et puis je faisais moi tout seul, quoi. Moi, j'ai toujours fait les principales fêtes, quoi. J'ai jamais été chômeur Shabbat. Shabbat, je le faisais quand j'étais chez mes parents. Voilà, donc c'est Et quand vous faites des pas un stages pour les jeunes, vous faites des stages avec des repas cachers. Parce que, Alors, la première année que j'ai fait mes stages, c'était des stages cachers. Parce que voilà, moi, ce qui me gênait et surtout ce qui m'embêtait, c'est que tous ces jeunes juifs n'avaient pas cette possibilité-là de participer à ce genre de stage. Et j'ai dit, j'étais sur la Côte d'Azur, je sais qu'il y a une grosse communauté juive qui vient sur la Côte d'Azur chaque année, donc j'ai dit autant en profiter et joindre l'utile à l'agréable. J'ai dit comme ça, les parents, ça va les libérer et les enfants, ils vont pouvoir s'amuser. Donc j'ai créé ces stages de foot cachère à une certaine époque. Et je ne sais pas si, entre-temps, vous avez eu des commentaires ou des gens qui vous en ont parlé, ou peut-être qu'il y en a certaines personnes qui interviendront ce soir. Mais je pense que ces jeunes, ils s'en rappelleront toute leur vie de ce qu'ils ont pu vivre pendant mes stages. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais ce qu'ils ont vécu, ça a été assez exceptionnel. Et je regrette parce que… Alors, Michael va revenir dans un instant. C'est la connexion, la qualité de la connexion qui est en question. On va… Coucou, Oui, vous Michael. m'entendez? voilà, ouais, Voilà. on était sur ces jeunes, pardon. Voilà, je disais que quand c'est une société, c'est une entreprise, et quand vous perdez de l'argent, quand c'est pas rentable, on peut pas continuer, quoi. Donc, j'ai préféré arrêter parce que le problème, c'est que euh, j'ai toujours été généreux et j'ai jamais rien regardé, mais à un moment donné, il fallait quand même regarder. Et voilà, je pouvais pas perdre éternellement de l'argent et, comme on dit chez nous, faire kiffer tous ces jeunes pendant pas mal de temps. Voilà, ça m'a coûté de l'argent, mais c'était pas le problème. Le problème, c'était que ça se passe vraiment bien parce que je pense que ce souvenir-là, ils le garderont. Et moi, ce que je voulais voir en même temps, quand je faisais mes stages, c'était éventuellement tomber sur une pépite, euh, un petit juif qui veuille bien sacrifier un peu sa religion pour éventuellement devenir joueur professionnel. Et il y en avait quelques-uns, mais il y a toujours eu les parents derrière et ça a Bah capoté. ouais, mais on peut rien faire contre une mère juive. Ah non, mais j'ai rien dit, je On peut rien ne dis faire. rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si tout le monde se pose la question pourquoi il n'y a pas de juifs dans le football ou dans d'autres sports, c'est parce que la religion est omniprésente chez nous et c'est compliqué. Voilà, si vous n'avez pas des parents qui sont un peu libéraux et qui sont un peu tolérants, et voilà, c'est difficile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce genre de parents. D'autres ne l'ont pas. Et pourtant, j'en ai vu des jeunes qui sont venus à mes stages et qui étaient très bons, des très bons joueurs. Je ne sais pas s'ils auraient fait une carrière, mais ils auraient pu éventuellement essayer de tenter quelque chose. Mais ils n'ont même pas eu l'opportunité de le faire, puisque déjà, c'était voué à l'échec avec les parents, quoi. Mais je respecte, hein. Je respecte, hein. Aujourd'hui, il n'y a Oui, pas de joueurs juifs dans le championnat professionnel. j'en connais pas spécialement. Bon, après, vous pouvez avoir des jeunes qui ont été élevés dans la religion juive et puis qui n'ont pas pratiqué après par la suite, ou qui sont moitié-moitié. Par exemple, William Ayash, à l'époque, qui était international français, était moitié-moitié. Pas pratiquant, mais voilà. Mais juif des deux parents, je ne sais pas. Franchement, je ne connais pas. Deux dernières questions, Michael. La première, qui est une question que je regroupe parce que beaucoup s'interrogent. Vous avez parlé de votre lien à Israël, votre attachement à ce pays, même si ça ne paraissait pas naturel de pouvoir jouer pour Israël en tant que Français, évidemment. Mais aujourd'hui, vous avez quand même eu dans votre parcours une phase où vous avez été entraîneur. La question se pose éventuellement de reprendre cette carrière d'entraîneur, éventuellement d'aller en Israël, apporter votre expérience, votre savoir-faire. Mais je vais vous dire franchement, je l'ai toujours espéré et on ne m'a jamais sollicité. Voilà.
C'est dommage, hein. Ça À un finit, moment hein. donné, je pense que j'aurais pu rendre service à ce pays qui était en plein développement au niveau du football. Je pense qu'ils avaient beaucoup de retard sur d'autres pays. Ils en ont rattrapé pas mal. Mhm. Euh, à un moment donné, même quand Luis Fernandez a pris l'équipe Oui. d'Israël, j'ai essayé de le solliciter, mais bon, comme Luis est assez compliqué dans sa tête, il n'est pas tout seul, donc ça a été un échec. Mais pourquoi pas? Et moi, pour moi, ce serait si vous connaissez quelqu'un qui a un club en Israël et qui veut que je lui rende service et que je fasse profiter de mon expérience, ce sera avec un grand plaisir. Voilà, Alors, je ne peux pas vous dire mieux. c'est un message pour Johan et Cathy qui s'interrogent sur… voilà, ce serait le rêve, dit-il. Alors, une autre question, en fait, j'en ai une autre juste après, c'est la question concernant la Marseillaise et ce cri du cœur que vous avez lancé tout à l'heure pour l'amour de votre pays, tout simplement. Est-ce que ça ne vous a pas donné envie de faire de la pédagogie autour des valeurs du sport, de partager ça avec les jeunes? Non? Non, 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 pas spécialement. Non. Non, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est une question d'éducation. Voilà. Moi j'ai été élevé dans un milieu juif, mais je vous dis, mes parents étaient très libres, très français. Et moi, ils m'ont élevé comme ça, avec cette tolérance, avec ce respect de la France. Et je ne vois pas pourquoi les jeunes d'aujourd'hui n'auraient pas ça en eux. Et voilà, donc c'est pour ça que je n'en vois pas la nécessité d'aller voir ces jeunes et de les démarcher pour leur expliquer, alors que je pense qu'il faut que ça vienne du cœur, quoi. Il faut que ça vienne de soi-même. Euh, Après, on peut le faire comprendre, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire comprendre aux jeunes ce que nous, on a vécu ou le message qu'on veut faire passer, quoi. Je trouve que c'est pas évident. J'ai du mal à le faire passer avec mes enfants, alors avec d'autres. Vous voyez. Alors, une dernière question, retour au foot. Les meilleurs joueurs avec lesquels vous avez évolué, avec lesquels vous avez joué, on ne parle pas des joueurs d'aujourd'hui, mais vraiment avec lesquels vous avez évolué. Si vous deviez en citer 2 ou 3. Bah, je vous ai déjà donné un tout à l'heure, Stéphane Paille. C'était mon modèle d'attaquant, d'avant-centre. J'ai évolué avec Rivaldo, qui a été Ballon d'Or, quand j'étais à la Corogne, en Espagne. Mhm. À l'époque, c'était un joueur qui était meilleur que Zidane. Je côtoyais tous les jours. C'est exceptionnel ce qu'il pouvait faire avec un ballon. C'était voilà, là vraiment, c'est là où je reviens à ce que me disait Virginie tout à l'heure. Là, tu sens que tu es un joueur, tu es un bon joueur, mais tu n'es pas un phénomène. Voilà. Et lui, c'était un phénomène. Ouais, c'était un drôle de phénomène. Ouais. C'était assez exceptionnel ce qu'il pouvait faire avec le ballon. Ouais. Voilà. Et dans votre Euh, PSG, peut-être? Au PSG, Ali Benarbia. Ali Benarbia, avec qui j'ai joué à Monaco et à Paris. Voilà. On se trouvait les yeux fermés. Le problème, c'est qu'on ne jouait pas souvent ensemble parce que je me suis fait souvent mettre sur le banc à Paris. Donc, mais le peu de temps qu'on passait sur le terrain, on s'entendait super bien. Et de toute façon, c'était facile de s'entendre avec lui parce que c'est un super joueur. Donc, voilà. C'est ce qui manque un peu à Paris, un joueur qui joue comme ça, toujours en première intention, à chercher l'attaquant, dans les bonnes conditions, jamais à Avec mettre beaucoup le ballon. d'élégance. Ouais, très, 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 très élégant, avec un centre de gravité très bas, dribbleur, vraiment un super joueur. Écoutez, Michael, c'était un super joueur, vous étiez un super joueur, vous apparaissez clairement comme un super mec aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de ce cadeau Merci à que vous. vous nous avez fait d'être avec nous, avec Virginie et le public qui est ravi. Je vais donner rendez-vous à vous toutes et vous tous pour les prochains rendez-vous de l'Écuge cette semaine, le 23 mars, avec une soirée formidable sur le sens
de la Haggadah au regard de l'art, avec la participation de Rivonne Krigier, d'Alain Kleinman, d'Esther Lenman et j'en oublie, notre universitaire très attaché à l'Institut Wiesel, mais voilà, j'ai perdu son nom, ce n'est pas grave. Et puis, mercredi 24 mars, nous vous retrouvons pour une masterclass avec Virginie Gage qui recevra Delphine Orwiller pour sa masterclass, donc juste avant les fêtes de Pessah. On va en profiter, Michael, pour vous souhaiter de très, très belles fêtes de Pessah à vous et votre famille et à notre public. Peut-être un petit rappel, Pessah arrive et Pessah dans la tradition et celle de l'Écuge, c'est aussi la période de la solidarité. Nous avons lancé la campagne des paniers de Pessah. N'hésitez pas à y participer. Vous allez sur le site internet ou sur la page Facebook, vous faites un don pour aider. Cette année, nous aiderons plus de 1500 familles à passer des fêtes de Pessah dans la dignité, si on peut dire. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Virginie, à très vite. Oui, moi je voulais juste remercier vraiment du fond du cœur Michael, et je voudrais juste lui citer un commentaire sur la page Facebook, un commentaire de Laurent David Samama qui se trouve être mon beau-frère, mais qui reste quand même un type formidable en dehors du fait que c'est mon beau-frère, et qui dit de grands souvenirs du parc à la grande époque, qui crie Madar, Madar. Et j'imagine ce que ça peut faire quand on est un fan de foot comme l'est mon beau-frère, d'entendre ce nom dans les tribunes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir ravivé vos souvenirs avec nous. C'est gentil. Et moi, je suis persuadée que l'avenir est sans doute aussi radieux que dans le rétroviseur. Voilà, merci beaucoup, Michael. Bonne soirée et merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.